Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des présentations du jeu Bazinga. Aujourd'hui, on va parler d'un jeu qui fait partie d'une catégorie assez célèbre, qui sont les jeux d'exploration de type spatial, de type 4X. Alors, vous allez voir défiler les significations des 4X dont on parle. Ce sont des jeux qui sont similaires en fait aux jeux de civilisation, mais qui se passent dans l'espace, c'est-à-dire qu'au lieu de partir d'une tribu, là, vous partez d'une planète avec un peuple qui se trouve localisé sur cette planète, et puis vous partez à la découverte de la galaxie pour en exploiter les ressources, faire des découvertes technologiques et éventuellement combattre les autres civilisations. Alors le jeu dont je vais parler aujourd'hui s'appelle Exodus Proxima Centauri. Voilà, alors la boîte brille un peu, c'est pas facile de vous la montrer. Elle est assez grande, vous allez voir dans la vidéo en quoi elle se compare à un jeu similaire qui est Eclipse et qui a été un très très gros succès récent. Je vous fais la présentation du jeu et du matériel et puis je vous retrouve tout à l'heure pour vous donner mon avis sur le jeu et le comparer à Eclipse puisque je pense que ce sera pertinent pour beaucoup de gens. A tout à l'heure. Pour commencer, j'ai mis les deux boîtes donc d'Exodus et d'Eclipse qui sont des jeux à peu près comparables, côte à côte pour vous donner une idée de la taille. Tout le monde connaît à peu près la taille de la boîte d'Eclipse, donc vous voyez, elles sont quasiment de même taille et de même épaisseur. Donc maintenant on va regarder ce qu'il y a dedans. En ce qui concerne le contenu, on trouve dans la boîte des feuilles, des plateaux individuels qui permettent de faire le point sur les technologies qui ont été développées. En fait, ils représentent l'arbre de technologie qu'on va voir un petit peu après, ainsi que les ressources qui sont collectées et le prix des différentes améliorations de vaisseaux qui peuvent être attachées et équiper les plans de vaisseaux. Alors vous avez tout ce qu'il faut pour les 6 joueurs. Ici, un plateau qui permet de de suivre l'évolution des points de victoire et des tours. Le jeu se joue normalement en 7 tours et éventuellement il y a des variantes de partie qui permettent de jouer un petit peu plus longtemps. Il y a aussi ici, vous noterez sur la piste des points de victoire, des fractions. C'est un petit peu bizarre, on va voir un petit peu ce qu'il y a derrière cette idée-là. C'est pas forcément très très élégant. Et puis ici, vous avez le marché qui permet de voir, suivant le nombre de joueurs, comment fonctionne le marché et les taux d'échange entre ressources qui sont applicables suivant les situations. On verra ça tout à l'heure. Il y a aussi des emplacements, ici, ici sur les côtés et ici également, qui permettent de noter, de positionner des cartes, de glisser des cartes dessous de façon à suivre les aspects politiques du jeu. Donc ici, énormément de choses. Les armes, les pions d'armes. Alors ces pions d'armes, en fait, on va le voir après, ils sont utilisés sur les plans de vaisseaux qui sont utilisés. Voilà une pochette pour un joueur qui contient les plans de vaisseau. Ici, ABC, ce sont des jetons qui permettent de voter. Et puis ici, des points de mouvement. On verra comment ça se passe au niveau du mouvement ensuite. Chaque joueur a son équipement. Ici, des pions de ressources. Ça, c'est le CP, c'est-à-dire l'équivalent de l'argent dans le jeu. Encore des cartes, puisqu'il y a un système de sélection d'ordre qu'on dévoile par la suite. Donc chaque joueur a des cartes. Encore des éléments dans des éléments. Toujours des pions, des dés. Chaque joueur a sa couleur des dés à sa couleur. Les cylindres de ressources. Alors, le problème des cylindres, tout le monde sait bien que tant qu'ils sont posés sur le fond, tout va bien, mais dès que c'est sur la partie ronde, ça se met à rouler partout, donc toujours pénible. Il vaut mieux avoir des octogones. Ici, des pions d'armes,
des cubes encore, les vaisseaux en plastique. On fera un gros plan tout à l'heure. Toujours un autre modèle de vaisseau, toujours des pions. Enfin, vous voyez, la boîte regorge de choses, que ce soit des pions ou des marqueurs en carton. Et ici, les différentes tuiles qui vont constituer la galaxie. On va monter une galaxie, une partie pour 2 joueurs pour que vous voyez comment ça s'avance. Et donc, avec deux faces, puisqu'on trie, on place à l'aveugle la galaxie à chaque fois avant de retourner les tuiles. Voilà pour le contenu de la boîte. Ici, j'ai mis en place une partie pour 2 joueurs. Donc vous pouvez voir qu'il y a des planètes qui se font face à face, une rouge et une verte, ainsi qu'un certain nombre d'autres planètes, et un hexagone central qui est l'endroit où se situe le consulat et qui permet de gagner des points en fin de partie quand on le contrôle. Alors, vous voyez aussi les planches individuelles. Ici, la planche, le plateau de jeu général avec les points de victoire, les compteurs de tours, ainsi qu'un certain nombre de cartes qui sont déjà prépositionnées, et un deuxième plateau de jeu. Vous pouvez voir que l'ensemble prend pas mal de place. Et qu'il faudra donc prévoir, là c'est seulement 2 joueurs, il faudra prévoir pas mal une table annexe éventuellement pour pouvoir y mettre des éléments supplémentaires. Alors si on zoome sur l'espace d'un joueur, en début de partie ici, il a un certain nombre de cartes qui sont les cartes d'ordre, puisque c'est un jeu dont le moteur est la sélection d'ordre de façon secrète et simultanée. Ici, les plans de 4 vaisseaux, qui sont les vaisseaux principaux avec leurs figurines. Sur le plateau de jeu individuel, le joueur va pouvoir indiquer les recherches, les technologies qu'il maîtrise en mettant un petit cube là. Et il a aussi la possibilité de planifier, puisque tous les coûts de découverte des technologies sont indiqués ici, juste au-dessus du petit cube. Alors, je fais une parenthèse concernant l'arbre technologique. On voit qu'il y a 4 colonnes et qu'en plus il y a des pictogrammes ici à côté de chaque. C'est le système qui a été choisi dans le jeu. En fait, c'est pas vraiment un arbre technologique puisque tout est ouvert. Mais l'idée d'arbre, donc de succession logique de technologie, est offerte par les catégories et les pictogrammes, ce qui veut dire qu'il y a des réductions pour un achat quand à chaque fois que d'autres technologies ou de la même famille ou de la même couleur sont déjà possédées. Donc, par exemple, ici, on peut très bien imaginer que cette technologie-là, qui coûte 4, elle est grise. Et c'est une technologie à caractère politique. Eh bien, si vous avez d'autres technologies qui ont ce symbole, comme celle-ci, ou ici, chaque technologie va vous offrir un bonus de 1 pour son achat, et chaque autre technologie grise de la même colonne va en offrir d'autres. Donc on peut obtenir des réductions significatives pour celles qui se trouvent tout en haut. Même, on peut très bien envisager en revanche de les acheter directement. C'est pas forcément une bonne idée, mais si on veut, c'est tout à fait envisageable. Là, vous avez des plans tournants qui présentent les différents vaisseaux du jeu, ainsi qu'un dernier plan où vous aurez une comparaison avec tous les vaisseaux d'Eclipse, et donc vous pourrez voir la différence de design et de taille entre les vaisseaux des 2 jeux.
nous voyons en gros plan les différents plans de vaisseaux. Alors, chaque vaisseau a des figurines qui lui correspondent, qui sont associées. Il y en a 2 par vaisseau. Chaque vaisseau a un coût d'achat de son infrastructure de base, et ainsi que un nombre de points de victoire qu'il rapporte en fin de partie, quand on les possède. Alors l'astuce, le côté très astucieux du système de vaisseau est représenté par les aménagements spécifiques qu'on peut leur offrir. Alors ici, par exemple, on a les 3 niveaux technologiques de moteur. Et on voit en fait que chaque gabarit de vaisseau contraint le type de moteur qui peut physiquement, par la forme même de l'emplacement sur la carte, contraint le type d'équipement qu'il peut emporter. Donc par exemple, on voit que ces 2 vaisseaux-là n'ont la place que pour des moteurs qui font déplacer de 1 hexagone ou 2 hexagones. Le moteur qui fait déplacer de 3 hexagones, on ne pourra jamais le mettre dans ces-là. En revanche, il va dans ce modèle-là, et il va dans ce modèle-là. Donc le système est assez intuitif et assez bien vu. On sait tout de suite ce qu'on peut ajouter ou ne pas ajouter. Il y a des emplacements pour tout. Ici, vous voyez, on peut mettre des équipements, des canons. Il y a 2 emplacements pour les canons. Ici, il y a un emplacement pour un gros canon et un plus petit qui se trouve ici. Alors ici, les triangles, ce sont les boucliers. Dernier type, donc vous voyez un bouclier à 3. Là, les boucliers, il n'y a pas de contrainte, puisque les boucliers les plus puissants vont partout. La seule différence, c'est que sur ce dernier modèle, on peut en mettre aux 2 endroits. Donc effectivement, on a des capacités de protection beaucoup plus importantes. Donc voilà pour les vaisseaux, et la façon dont on les construit dans le jeu, qui est assez bien vue à mon avis. Alors si on regarde la galaxie de façon un peu plus rapprochée, voilà comment elle se présente. Ici vous avez une planète avec un halo bleu de couleur rouge et une planète de couleur neutre avec le même halo bleu. Donc en fait les planètes qui ont ce halo produisent, c'est indiqué ici, du bleu qui est de platine cristallisée qui correspond à l'argent dans le jeu. La ressource verte, qui doit s'appeler le phasium, vient des planètes vertes, des astéroïdes verts, pas des planètes. Et l'axinium, qui est la ressource rouge, vient des astéroïdes rouges. Alors je vous mets au défi de continuer à appeler phasium et axinium. En général, assez rapidement, tout le monde se met à parler autour de la table de bleu, de rouge et de vert. L'aspect intéressant, c'est que les planètes, une fois qu'on a mis en place la galaxie, sont chargées initialement avec la valeur qui est écrite dessus, ici 4 bleus. Donc on met 4 ressources bleues dessus, et il y a une action que l'on peut choisir qui consiste à forer et à exploiter, et donc qui permet de faire réapparaître, de recharger les planètes, puisque à fur et à mesure qu'on va récolter des ressources sur les planètes, on va les prendre et la planète va se vider. Donc en fait, pour la recharger, on fait comme ça. Alors, c'est assez bien vu comme système. L'inconvénient que ça a, évidemment, c'est que la mise en place est plus longue, puisqu'il faut préalablement à chaque partie installer l'état initial de la galaxie avec ses quantités initiales. Alors ici, vous voyez que la planète de base a 2 appareils, qui sont les appareils avec lesquels les deux vaisseaux les plus simples, et le joueur commence le jeu avec les 2. Vous avez sa quantité de bleu d'origine et les cubes de population de sa couleur, 3 cubes, puisque la population n'apparaît que sur la planète d'origine d'un peuple, et ensuite on a la possibilité de les faire migrer ultérieurement dans la partie. Chaque joueur a une petite carte qui rappelle
ce qui se passe pendant un tour, et donc on va voir ensemble comment se passe un tour avec l'ensemble des phases qu'il constitue. Alors, il y a 7 tours de jeu dans la partie normale, il peut y en avoir jusqu'à 9 pour des parties plus longues. Alors, on commence par l'étape d'upkeep, qui est celle de, on va dire, l'entretien du jeu, qui consiste à remettre les marchés à zéro, c'est-à-dire enlever tous les pions qui sont sur le marché étant l'endroit où on peut faire des échanges entre ressources avec un taux fixé, plus ou moins avantageux. Les premiers prenant il y a des emplacements très avantageux qui sont en général évidemment pris par les premiers à choisir cette action. Et donc, au début de tour, on vide le marché pour pouvoir libérer ces emplacements-là. Ensuite, on augmente la population, ces 2 cubes qui sont ajoutés sur la planète native de la couleur que vous jouez. Et ensuite, on reçoit le marché, on reçoit son revenu et on paye des impôts. Alors, en fait, ici, on récupère, suivant les planètes qui sont contrôlées, on récupère tout simplement des ressources un peu partout. Quand on a la majorité sur une planète, de cubes sur une planète, et ensuite on peut récupérer donc pas des cubes de ressources, mais des petits cylindres de ressources, et ensuite on est obligé de payer, d'en reverser une partie sous forme d'impôt. Ensuite, la phase politique. Alors ici, ce qui se passe, c'est que il y a deux parties particulières. Donc il y a la décision d'action politique, c'est-à-dire en fait on va choisir dans les cartes, les petites cartes politiques qui sont là. Il y en a 3 qui sont mises ici, hop, sur le plateau de jeu, 3 qui sont mises comme ceci en début de partie, et les joueurs vont pouvoir miser des ressources et voter pour savoir quelles sont les lois qui vont être mises en vigueur. Donc c'est vraiment de la politique pure, ce sont des lois qui vont impacter tous les autres joueurs. Et donc, à l'issue de ça, on va avoir une loi, il y a des jetons avec les lettres ABC, hein, point fermé, on met un jeton, ainsi que ce qu'on souhaite miser, et la motion qui a le plus de suffrages, enfin le plus de ressources bleues, c'est-à-dire d'argent associé à elle, devient en vigueur. Alors on va aussi voter pour le tour de jeu. Ensuite, puisque ce sont les élections, il peut y avoir éventuellement une action bonus sous certaines conditions qui va arriver. Hein. Et ensuite, on fait les élections pour en fait redistribuer les postes. Et c'est en fait une façon détournée de redistribuer le tour de jeu, puisqu'en fait les postes, à chaque poste ici, vous avez les 6 cartes, jusqu'à 6 joueurs, donc qui peuvent, les 6 postes qui peuvent être occupés, chancelier, vice-chancelier, et les autres, qui ont le même titre, mais qui ont des valeurs évidemment décroissantes. Donc c'est à la fin de cette partie qu'on revote à nouveau en misant de l'argent, donc de la ressource bleue, donc le chancelier en cours a la possibilité de faire le départage d'égalité si jamais il y a des égalités, sauf bien sûr en sa propre faveur. Il n'a pas le droit de voter pour lui. Si jamais le résultat du tie-break devait l'avantager, là il doit s'en abstenir. Donc c'est quand même un rôle important, celui de chancelier, puisque c'est un pouvoir puissant, la possibilité de faire le tie-break. À chaque fois qu'il y a un tie-break, c'est le chancelier qui décide en dernier recours de ce qui se passe. Ensuite,
l'action stage. Donc, on choisit une carte d'action, on va voir les différentes actions rapidement, face cachée bien sûr, et tout le monde les dévoile d'un coup. Ensuite, vous voyez entre crochets la réaction, c'est-à-dire que je vous montre une carte d'action pour vous expliquer. La réaction, c'est la deuxième, c'est-à-dire que optionnellement, vous avez la possibilité de jouer une deuxième action qui est la réaction, la deuxième ligne dans le jeu. Donc en fait, la possibilité, le fait que vous puissiez la jouer, vous coûte de l'argent supplémentaire si vous souhaitez bénéficier de la réaction. Mais vous avez la possibilité de le faire. Vous voyez, chaque action a une double signification en fait. Donc ça c'est la première fois. Ensuite on le refait. Deuxième fois, nouvelle sélection d'actions et éventuelle réaction. Et éventuellement, troisième sélection d'actions, et ça, cette possibilité de jouer un troisième tour n'est offerte que pour les joueurs qui ont la découverte politique de base, qui est la base de l'arbre de politique, et qui leur offre la possibilité de jouer une troisième action, mais la troisième n'a jamais de réaction. Donc ça donne un avantage significatif aux joueurs qui ont fait de la recherche en politique. Et éventuellement, il peut encore y avoir une action bonus qui a été sélectionnée, qui est sélectionnée au moment de la phase politique. Avant-dernière phase, l'utilisation des armes de destruction massive. Les armes de destruction massive, c'est ça. Ce sont différents missiles que les planètes peuvent tirer les unes sur les autres. Et donc, vous avez tout simplement l'explication ici. Ici, vous avez un missile. Très mauvaise. Voilà. Vous avez un missile ici. Vous voyez, qui détruit la population intégralement. Donc là, il y a plus. Vous videz les cubes de population d'une planète. Ici, vous avez un missile qui détruit les ressources vertes. Et ici, un missile qui détruit la planète en entier. Donc là, quand c'est ce qui se passe, vous retournez l'hexagone. Je vous montre. Et voilà. Un petit peu comme quand l'étoile de la mort détruit Alderaan. Il n'y a plus rien à la place. Ici. Donc c'est un petit peu arme de destruction massive. Le nom n'est pas galvaudé. Tout est détruit. Donc ce sont des armes assez violentes. Hein. C'est à ce moment-là donc qu'on les tire. Le système de combat est vraiment sans fioriture. Vous faites d'abord un jet de portée, c'est-à-dire en gros, il ne faut pas que vous fassiez, faut que vous fassiez avec un dé un score supérieur à la distance à laquelle se trouve un hexagone. Donc en fait, si vous tirez sur une planète voisine, là par exemple, distante de 1, eh bien, si vous faites tout sauf 1, tout va bien. Si la distance est de 2, tout sauf 2, enfin, supérieur à 2, hein, donc 3 et plus, et ainsi de suite. Donc vous pouvez tirer éventuellement à l'autre bout de la galaxie, mais avec des chances de succès vraiment très faibles. Et une fois que vous avez vérifié la touche, chaque arme a une puissance différente. Vous lancez donc des dés, un nombre de dés qui correspond à chaque arme, et chaque touche permet de détruire, et les touches, ce sont les résultats 5 ou plus, 5 et 6 donc sur un dé à 6 faces. Dès que vous faites 5 et 6, vous avez une touche et donc vous détruisez ce qui va bien, ce qui correspond à l'arme que vous avez utilisée. Donc, une fois qu'on a tiré les armes de destruction massive, on a encore deux phases. Alors, on a la possibilité d'embarquer la population dans les vaisseaux. Donc ici, vous avez des cubes de population qui sont apparus un peu plus tôt. Increase population. Et donc, ces cubes de population sont chargés dans les vaisseaux qui vont pouvoir aller et semer dans la galaxie sur les autres planètes. Pour en prendre le contrôle, parce que je vous rappelle que quand on contrôle la planète, quand on a la majorité dessus. Ensuite, donc on met la population dans les vaisseaux, on met des points de mouvement.
Alors ça, c'est un système aussi assez sympa dans le jeu, c'est que vous avez des jetons qui correspondent à votre couleur et, voilà, et qui sont ces jetons-là, qui sont des petits hexagones, hop, vous voyez, avec un nombre de mouvements et un chiffre. Et vous pouvez en mettre jusqu'à 3. Et ensuite, donc, vous en avez toute une série de toutes les combinaisons possibles. Voilà. Vous les mettez à côté du vaisseau, et en fait, ça constitue les ordres que vous donnez pour le déplacement du vaisseau. Vous pouvez donc le déplacer jusqu'à 3 cases, sachant que ici, le nombre d'hexagones de déplacement est conditionné par le moteur ici, que je vous remontre du vaisseau. Ici, c'est un vaisseau à 3, donc celui-là peut avoir jusqu'à 3 tokens de déplacement. Alors, vous voyez sur chaque token un chiffre, et en fait, ce chiffre correspond ici. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir. Vous avez sur chaque hexagone, alors normalement, oui, il faut bien qu'ils soient tous orientés de la même façon. Voilà. Chaque hexagone a en sortie des chiffres de 1 à 6, évidemment. Et donc, chaque petit token, chaque petit jeton indique l'hexagone de direction que vous allez emprunter. Donc ici, par exemple, j'ai, vous voyez, 2, 5. Alors, on peut très bien... Voilà, je ne sais pas s'il y avait quelque chose qui se trouve ici, par exemple. S'il fait 2, 5, 2, le 2 est ici. Donc il irait ici une fois. Et ensuite 5, c'est dans l'autre sens, donc il reviendra au départ. Ce qui est tout à fait envisageable, on peut très bien bluffer, mettre des tokens pour rien faire. Il y a aussi un autre moyen, c'est qu'il y a des tokens vierges, vous voyez, où il n'y a rien du tout, et donc ce sont des tokens qui indiquent qu'on reste sur place. Ce qui permet de faire un mouvement caché et un mouvement simultané ensuite, puisque les tokens les jetons de déplacement sont mis secrètement sur les vaisseaux, et ensuite les vaisseaux, on résout tous les déplacements dans l'ordre de la pile de tokens, et on regarde à la fin quels sont les vaisseaux qui sont dans les mêmes cases, et s'ils partagent la même case d'arrivée, il y a combat entre les vaisseaux. Le combat, une nouvelle fois, c'est très simple, on regarde le nombre de dés des armes d'attaque, ici, vous voyez, 5 dés, toujours les touches 5 ou 6, donc on lance 5 dés, 5 ou 6, on retire éventuellement du nombre de touches, hop, les boucliers, hein, et le reste étant les pertes que le vaisseau va encaisser si jamais il est touché au-delà. Ce qui peut engendrer bien sûr la destruction du vaisseau et la perte des points de victoire de ce vaisseau, ainsi que des cubes éventuellement qu'il transporte. Donc voilà, vous avez vu quasiment toutes les choses qu'on peut faire avec le jeu. On va repasser juste ensemble les actions. Voilà la phase de jeu. Maintenant, on voit les différentes actions qui peuvent être jouées et on aura vu toutes les règles. Donc les différentes actions qui peuvent être sélectionnées, face cachée, et donc dévoilées simultanément. Donc en fait, on est dans un système un petit peu à la Race for the Galaxy, d'actions programmées en fait, hein, et dévoilées simultanément. Donc les actions disponibles sont Trade. Alors Trade, c'est l'utilisation ici, hop, du marché. Suivant le nombre de joueurs, vous utilisez le tableau qui correspond. Imaginons ici une partie à 3 joueurs. Et ce que vous faites, c'est que donc si on est dans une partie à 3 joueurs, le premier donc, qui va choisir l'action décide d'utiliser le taux de conversion qui se trouve sur une case libre. Et donc, ce qu'il fait, c'est que il choisit le taux de conversion et donc il prend la case en utilisant un cube, pas un cube de population déjà utilisée sur une planète évidemment, mais un cube qui provient de sa réserve et qui est encore inutilisé. Donc en fait il prend la place et il utilise l'autoconversion ici. Alors ici,
c'est on peut convertir de l'argent en bleu ou rouge au taux de 3 contre 1. Alors, vous remarquerez qu'il y a 2 colonnes à chaque fois. C'est pour ceux qui ont choisi des technologies en rapport avec le commerce qui permettent d'utiliser des taux beaucoup plus intéressants à chaque fois. Donc vous voyez que les taux se dégradent en qualité, ici, les taux de conversion. Donc évidemment, le premier joueur à choisir le marché va évidemment prendre les taux les plus avantageux, mais après la place est prise, et donc les autres joueurs auront des taux moins avantageux. Mais si vous avez recherchez la bonne technologie, vous pouvez voir ici que le taux en rouge ici, si vous jouez en deuxième, est égal au premier taux disponible pour quelqu'un qui n'aurait pas. Donc en fait, il y a une sorte de décalage de 1, vous rattrapez, grâce à cette technologie, ce système-là. Il y a aussi une autre chose qu'on peut remarquer quand on a ce genre de choses. Cette technologie crée en fait à chaque utilisation un cercle vertueux qui fait qu'on peut gagner de l'argent. C'est-à-dire que vous pouvez transformer du bleu en rouge à 2 contre 1, et avec le taux que vous avez ici, retransformer du rouge ici en bleu avec un taux de rendement supérieur. Donc en fait, vous avez une sorte de boucle infinie, alors qui est limitée par le fait qu'on ne peut pas prendre les actions un nombre infini de fois, il faut avoir sélectionné l'action, mais vous avez la possibilité, en enchaînant plusieurs actions d'échange, de finir avec plus que ce que vous aviez au départ de la même ressource. Donc ça, c'est quand même intéressant, et ça n'est possible que quand on a découvert la bonne action. Donc voilà pour l'action trade. La deuxième, c'est bull chips. Bon, vous avez compris, je vous dis pas ce que ça veut dire, c'est simplement vous construisez des vaisseaux et vous mettez en jeu la figurine du vaisseau que vous voulez construire, vous payez son coût et vous le mettez en jeu sur votre planète, en orbite autour de votre planète d'origine. Research, tout simplement vous faites de la recherche, ça vous permet d'acheter une découverte, ou plusieurs, en le payant. On a vu la deuxième action trade déjà. Mining, donc ça c'est l'action qui permet de recharger des planètes. C'est-à-dire que vous jetez un D6 pour une ressource, imaginons que ce soit du bleu, et donc ce résultat, ça vous donne autant de petits cylindres de la couleur de la ressource à distribuer entre les planètes où vous avez de la population. Évidemment, sans jamais excéder la capacité initiale qui se trouve imprimée dessus. Donc ça vous permet de recharger les planètes. La deuxième action, c'était Buy Upgrade, c'est-à-dire là la possibilité d'acheter des améliorations de vaisseaux, donc d'améliorer vos vaisseaux, de meilleurs moteurs, meilleur armement, meilleur bouclier, si vous avez évidemment au préalable recherché la technologie qui correspond. Et Banking. Banking, c'est juste une action qui permet de gagner de l'argent. Vous jetez un dé et vous gagnez autant de bleu que le résultat du dé. Donc voilà, on a fait le tour des actions. C'est assez simple. Et vous avez la possibilité donc de choisir 2 cartes à chaque fois. Il y a une spécialité aussi. Vous ne pouvez pas, pour votre deuxième action, réutiliser la carte que vous aviez jouée pour la première. Elle est considérée comme étant usée, utilisée, sauf si vous avez une certaine technologie politique de base, je crois, qui permet justement de récupérer la carte et donc de pouvoir jouer 2 fois la même chose pendant cette phase de sélection des actions. Voilà, maintenant on a vu tous les éléments du jeu, la carte, la production, les choix d'action, on a vu les combats, les vaisseaux, ainsi que la découverte avec l'arbre de technologie. Rebonjour. Maintenant, je vais vous donner mon avis sur Exodus. Alors, c'est vraiment un jeu que j'apprécie beaucoup. Alors, il a quelques petits problèmes quand même que je vais balayer et je vais passer en revue maintenant. D'abord, c'est celui du matériel. Le carton est vraiment
vraiment pas épais. Et en plus, il est difficile à dépuncher. Il faut faire attention au moment où vous séparez les pions des planches. Ils sont mal prédécoupés, donc il faut vraiment être soigneux à ce moment-là. Sans ça, vous allez vous risquez de les éliminer. Bon, il n'y a pas trop d'éléments de pions secrets, donc même s'il y a des petites barbures, c'est pas vraiment un problème. Mais voilà, c'est un petit peu dommage. Les vaisseaux en plastique sont pas trop mal, mais le carton laisse vraiment à désirer. Pour ce qui est des cylindres, j'en ai parlé dans la présentation du matériel, c'est vraiment pénible, ces cylindres qui roulent partout. Ils sont pas très gros, donc si vous avez des gros doigts, ça peut être un problème et puis quelque chose de gênant et de rageant de les voir rouler entre les différents hexagones de planètes. Il y a aussi un point anecdotique, mais c'est qu'il y a toute une page assez densément écrite dans les règles qui est centrée autour d'une sorte de pseudo-historique et de background historique pour le jeu, qui est vraiment totalement bidon, qui essaye de justifier un certain nombre de choses qu'on retrouve dans le jeu. Sincèrement, je pense qu'un morceau de partie commenté, même s'il y a des exemples qui sont nombreux et bien fichus, aurait été plus intéressant que de sacrifier une page pour une pseudo-justification qui n'a pas lieu d'être. Un petit souci aussi, c'est la mise en place qui est un peu longue, le fait qu'il faille mettre en place le jeu en mettant des cylindres un peu partout pour pré-remplir les planètes, ça peut être un petit peu embêtant et un petit peu fastidieux, surtout pour les grosses parties. Quand il y a de nombreux joueurs, ça fait pas mal de choses à mettre en place. Bon. Après, il y a d'autres jeux où il faut aussi mettre en place des choses. C'est pas nouveau, mais ça peut être un élément à prendre en compte. Le jeu est aussi assez encombrant, puisque c'est un jeu quand même relativement ambitieux dans son thème. Il y a énormément de sous-parties et donc il faut de la place pour pouvoir poser tous les éléments. Euh, donc, en ce qui concerne le jeu maintenant et mon ressenti sur le jeu lui-même, très sincèrement, moi je trouve que Exodus est supérieur à Eclipse par un certain nombre de points. Alors, le premier, c'est le fait que le combat est vraiment mis en avant. Et c'est vraiment enfin, la guerre, le côté militaire, est vraiment un moyen d'obtenir des points de victoire, ce qui fait que ça encourage les comportements un peu belliqueux et ça évite le souci qu'ont beaucoup de jeux où en fait on fait la tortue, on se renforce en défense et puis en fait le premier qui attaque est en général celui qui va avoir des problèmes parce que il va se casser les dents sur la défense et puis il n'arrivera pas à s'en remettre, ça lui cause des pertes qui font que là on a vraiment un intérêt très très important à attaquer et donc on peut y aller franchement, il n'y a pas de problème, ça vaut vraiment le coup de prendre ce genre de risque parce que quelqu'un qui attaque bien peut s'envoler au score puisque ça rapporte des points de détruire les vaisseaux adverses, donc c'est quand même un point vraiment intéressant. En cela, il me rappelle Nexus Op, qui est un jeu beaucoup moins ambitieux en termes de longueur, qui est un jeu rapide et très punchy, et qui justement aussi encourage ce comportement agressif, ce qui est assez inhabituel, et donc assez nouveau. Alors, si vous n'aimez pas ce genre de choses, en revanche, effectivement, ça va vous poser un problème. Alors, le corollaire de ça, c'est que le jeu a une emphase essentiellement politique et militaire, puisque donc il y a ce côté point de victoire récupéré grâce au combat qui est important, et aussi énormément de choses en rapport avec la politique, puisque donc il y a des votes et pour enfin, des enchères en fait, et pour l'ordre du tour, et pour
la mise en place de certaines lois qui sont en fait des mécanismes de jeu nouveaux qui vont pimenter et varier la partie. Et ça, c'est vraiment, vraiment très sympa. Donc on a une forme de contrôle en permettant de voir quel événement on va déclencher, quelle loi on va pouvoir mettre en place. Et ça offre des possibilités qui sont vraiment importantes et très, très agréables. Il y a le côté clausewitzien du fait que la politique et la guerre sont intimement liés et c'est très très bien rendu par le jeu. Alors justement par rapport à Eclipse, il y a tout un aspect de gestion de l'Empire d'un point de vue beaucoup plus économique qui est totalement absent. En fait, à Exodus, on va contrôler un certain nombre de planètes, en récupérer les ressources, et puis ça va s'arrêter là en termes de gestion de l'Empire. Il n'y a rien au-delà de ce genre de choses. On colonise les planètes et puis on n'a pas cette histoire de disques d'action qui vont coûter de plus en plus cher à mettre en place. Donc ça c'est vraiment un aspect sympa, c'est que le fait que le jeu soit axé sur autre chose et à mon avis c'est plus intéressant de mon point de vue. De la même manière, il y a un arbre technologique qui est très libre et très ouvert, puisqu'il n'y a aucune restriction. C'est pas vraiment un arbre en tant que tel. Toutes les découvertes sont en fait ouvertes dès le début. Il se trouve juste qu'il y en a qui en pratique ne sont inatteignables dès le début, puisqu'elles sont beaucoup trop chères, et qu'il va falloir avoir d'autres découvertes précédentes qui donnent des réductions pour acheter les plus chers. Et donc ça permet de simuler un arbre technologique sans avoir, mais tout en le laissant très souple et donc de pouvoir choisir sa stratégie. Toutes les technologies sont vraiment sympas, il y en a dans tous les domaines, en économie, militaire évidemment, mais il y a aussi des technologies pour le commerce. C'est vraiment très 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 ouvert à ce niveau-là. Pour ce qui est des vaisseaux, je trouve que le système que vous avez pu voir dans la vidéo de gabarit et de forme des différents éléments pour savoir de façon très très intuitive et très visuelle qu'est-ce qui va pouvoir être mis à quel endroit et quel type de vaisseau est capable d'emporter quel type d'arme, c'est vraiment très simple, très intuitif et très élégant. Donc c'est vraiment quelque chose de vraiment réussi à ce niveau-là. Le carton est un petit peu léger, c'est dommage, mais l'idée vraiment est très 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 bonne. Il y a aussi ce côté de la capacité qu'on a de recharger en ressources les planètes en utilisant l'action de faire des forages miniers. C'est vraiment sympa parce que ça permet de remettre du charbon dans la machine et donc de façon stratégique de choisir le moment où on va le faire. Donc ça c'est pas mal vu également. Alors le moteur du jeu c'est quand même un système de sélection d'action, on l'a vu dans la présentation, sélection d'action à la Race for the Galaxy, donc chacun choisit des actions de façon cachée et a la possibilité ensuite de faire ce qui s'appelle une réaction, c'est-à-dire de prendre la deuxième action qui se trouve en dessous, non seulement la sienne, mais aussi celle que les autres joueurs ont jouée. Donc c'est vraiment ce côté à la race d'essayer d'imaginer, d'estimer ce que les autres joueurs ont pu faire, de façon, puisque vous avez les mêmes, vous, dans votre carte, de façon à pouvoir essayer d'en tirer parti derrière, en utilisant la réaction qui vous arrange et qu'un autre joueur aurait joué. Et comme les réactions se font dans l'ordre du tour et qu'elles ne peuvent être prises une fois, si un autre joueur a pris une réaction, vous ne pouvez plus le faire. Il y a aussi une mise en avant de cet ordre du tour pour lequel il a fallu miser, faire des enchères avant, qui est vraiment essentiel. Et donc aussi, vraiment là, on est dans de la réflexion stratégique pure, puisqu'il va falloir intégrer ce que peut penser et chercher à faire l'adversaire ou les adversaires dans le jeu soi-même. Donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Il y a aussi cet aspect de politique avec les votes de lois galactiques qui ont lieu. C'est vraiment voilà, ça donne toujours cette emphase sur le côté politique et négociation qui est absolument essentiel dans le jeu et qui à mon avis est vraiment très très intéressant.
Il y a aussi le fait, enfin, que le déplacement et les combats ne sont pas des actions qui sont l'objet du choix caché des cartes d'action. Ce qui fait que le découplage de ça permet de gagner beaucoup de temps au final, puisque on fait d'abord les mouvements, avec les mouvements, ce système de jetons qui permet de programmer les mouvements qu'on va faire, et qui donc donne une part essentielle à nouveau au bluff et puis au double thinking, c'est-à-dire au fait de réussir à tromper ses adversaires avec des choses, parce qu'on peut très bien imaginer un vaisseau qui peut se déplacer de 3 hexagones, qui met les 3, mais qui met 3 tuiles vierges, donc ça veut dire qu'il ne va pas se déplacer, donc les adversaires qui auraient pu croire qu'il allait se déplacer, et donc fondent sur la planète sur laquelle il se trouvait, se retrouve pris au piège d'un gros vaisseau qui en fait a fait croire qu'il allait se déplacer et puis reste, et puis réussit à détruire les assaillants. Donc il y a vraiment ce côté bluff à chaque fois, penser, prendre en compte ce que les autres font, et ça c'est vraiment vraiment bien. En plus, le fait de faire cette sélection pour tout le monde de façon cachée, simultanée, et de tout résoudre d'un coup, c'est vraiment très très bien, parce que ça fait au final gagner beaucoup de temps. Le jeu reste quand même un petit peu long, c'est pas un jeu qui se joue en 1 heure et demie, il faut 3-4 heures pour faire une partie quand on est nombreux, mais ça reste tout à fait gérable, et on est bien en dessous de ce que Twilight Imperium peut faire. Alors, le jeu est moins ambitieux que Twilight Imperium, mais c'est quand même un jeu qu'on peut sortir beaucoup plus facilement, justement parce qu'il ne réclame pas d'avoir une organisation telle que ça prend un week-end et que on doit réunir beaucoup de personnes. C'est un jeu qui se joue de 2 à 6, donc avec une amplitude assez large, et donc qui fonctionne très bien. Donc voilà, tous ces aspects, si vous connaissez Eclipse, maintenant vous êtes plutôt en mesure de voir si Exodus peut éventuellement plus vous intéresser que Eclipse ne l'aurait fait. Le jeu n'est pas traduit, donc il a un désavantage à ce niveau-là. Mais les règles, je ne sais pas si elles le seront, étant donné que je crois que ce sont des Roumains qui éditent le jeu, je pense qu'ils peuvent tout à fait envisager de faire une traduction. Ils parlent bien français, il y aura peut-être une traduction sur le net. Et ce qu'il y a sur le matériel de jeu, à part les cartes où c'est à chaque fois un mot pour les actions, bon, c'est vraiment relativement facile de faire des traductions pour ceux qui le souhaiteraient. Donc voilà, je suis très satisfait de ce jeu, c'est une surprise, c'est un jeu qui n'a pas eu beaucoup de marketing et de publicité, donc c'est un jeu qui est peut-être pas très très connu, à mon avis très très méconnu, et malheureusement, parce que il mériterait d'être beaucoup plus reconnu qu'il ne l'est. J'espère que cette vidéo va permettre de le faire découvrir à des personnes qui n'auraient pas eu l'idée d'aller s'y intéresser. Et donc je vous retrouve pour la prochaine fois avec une nouvelle présentation de jeu. Au revoir!